Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un petit peu d'algèbre. Je vous ai déjà parlé de groupe, je vous ai déjà parlé de morphisme, j'ai déjà parlé un petit peu d'algèbre, mais j'ai envie de continuer un petit peu parce que c'est quand même ce que je préfère. Et puis donc on va poursuivre un petit peu la théorie des groupes de manière un petit peu théorique. On l'avait déjà vu de manière pratique avec toutes les vidéos sur les groupes de permutation. Bon ben voilà, on va détailler un petit peu ce que c'est que les groupes monogènes, les groupes cycliques, ce qui est en fait la même chose, hein, c'est synonyme, mais bon. Comme voilà, certains emploient un terme, l'autre d'autre, j'ai mis les deux. Ok, donc on commence par la table des matières hein, pour que vous puissiez savoir ce que vous allez trouver dans cette vidéo, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça vous intéresse pas, si vous passez à la suivante ou pas, donc voilà. Donc je vais vous rappeler la définition d'un groupe, je vais donner des exemples simples de groupes cycliques, je vais expliquer ce que c'est que la définition précisément, des exemples un petit peu plus compliqués, et puis je vais vous expliquer comment on peut décrire les groupes cycliques, quelles sont la forme qu'ils peuvent avoir, en toute généralité. Ensuite, c'est peut-être le plus important, en fait, on va faire le lien avec l'ordre d'un élément dans un groupe, parce que c'est pas grave, hein, je vais redéfinir tout ça. Je vais vous parler un petit peu de produits de groupe cyclique, quand est-ce que c'est un groupe cyclique, quand est-ce que c'est pas un groupe cyclique. Et puis pour finir, je vais vous exposer la structure des groupes commutatifs finis. Alors ça c'est un résultat assez balèze, je ne vais pas le prouver, hein, mais juste, voilà, comme c'est... Je ne pense pas que c'est du tout au programme de la licence, ni même de la grecque, mais c'est bien de le connaître, c'est toujours sympathique, donc voilà. Très bien, allons-y. Donc tout d'abord, comme promis, un petit rappel, un groupe donc, je vous rappelle que c'est un ensemble sur lequel il y a une opération là que j'appelle étoile, hein, qui vérifie qu'elle est associative, on peut faire dans n'importe quel ordre. Alors, attention, pas commutative hein, forcément, mais associative, c'est-à-dire qu'on peut définir le produit de trois termes. Hein. Ça est pas mal. X étoile Y égale Z, il n'y a pas d'ambiguïté, on peut faire les calculs dans l'ordre qu'on veut, on obtient bien un résultat. Il y a un élément neutre, donc E, hein, qui ne change rien. Quand on le multiplie par E d'un côté ou de l'autre, ça ne change pas. Et puis, chaque élément a un symétrique, c'est-à-dire que pour tout x, il existe un x', tel que multiplié par x' à droite ou à gauche, on obtient l'élément neutre E. Ok, donc voilà, si de plus, la multiplication, l'opération se fait dans les deux sens indifféremment, là on dit que le groupe est commutatif. Donc les exemples classiques, c'est Z, R, C. Alors Z sur NZ, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une série de vidéos pour expliquer un petit peu, hein, très important. Donc voilà, puis ensuite, muni de la multiplication, vous avez par exemple, si K est un corps, les inversibles, c'est-à-dire hein, les éléments non nuls du corps, ça forme un groupe. On a vu par exemple que les matrices inversibles, si vous avez regardé un petit peu l'algèbre linéaire, les matrices inversibles, ça forme un groupe. Et puis surtout, là, le groupe que j'ai le plus étudié, puisqu'il y a 5 vidéos juste sur celui-là, le groupe symétrique hein, des permutations muni de la composition, évidemment. Donc voilà, c'est pas forcément commutatif, hein, ça ce sont des groupes pas commutatifs. Mais en tout cas, ça vérifie toujours les trois premiers axiomes. Ok, alors commençons par des exemples. Donc si je prends dans le groupe R muni de l'addition, l'élément 3, il est là. Et je me dis, tiens, bon, quel est le plus petit sous-groupe qui contient 3? Je me dis que G, c'est un sous-groupe de R+, qui contient 3. Bon, alors forcément, il contient 0, parce que c'est un sous-groupe. D'accord? Un sous-groupe contient forcément l'élément neutre. Hein. Et puis il contient 3, donc il contient 3 plus 3, hein, parce qu'il doit être stable par opération, donc là par addition. Donc 6 doit être dedans. Mais aussi un groupe, ça doit être stable par inverse. Donc là, en l'occurrence, l'opposé, puisque c'est plus. Et donc moins 3 doit être aussi dans le groupe. Donc finalement, voilà, déjà, je sais que tout ça doit être dans le groupe. Mais après, je dois pouvoir continuer de faire l'opposé de 6, moins 6, mais aussi 3 plus 6. 3 plus 3, enfin 3 plus moins 3, ok, je l'ai déjà, etc. Mais je dois pouvoir faire des opérations. Donc en fait, il faut que je rajoute ensuite 9, 12, etc. Parce que 3 plus 6, mais après 3 plus 9, 3 plus 12, etc. Donc forcément, tous les multiples de 3 vont être dans ce groupe G. Ok? Mais en fait, si je réfléchis bien, une fois que j'ai pris tous les multiples de 3, j'ai un sous-groupe que je vais comme ça noter crochet 3, 3Z. Pourquoi? Parce que cet ensemble-là, si je prends tous les multiples de 3, ça marche, c'est un sous-groupe, ça contient 0, c'est stable par addition, c'est stable par passage à l'inverse. Hein, symétrie par rapport à 0, c'est stable. Donc c'est un sous-groupe. Ok? Donc voilà un exemple. Le plus petit sous-groupe contient 3, l'ensemble de tous les multiples de 3 dans Z. Ok? Donc prenons un autre exemple. Alors cette fois, je prends l'ensemble des complexes de module 1, hein, le cercle trigonométrique, tout ça. Donc ça, c'est un groupe muni de la multiplication, comme vous le savez sans doute. Hein, si je prends un angle θ, j'obtiens EI θ, multiplié par EI θ', ça fait EI θ plus θ', etc. Donc, ok. Donc voilà, c'est un sous-groupe de C, multiplicatif. Bon, si je prends I dedans, ok, elle est là, je me dis, tiens, voilà, quel est le plus petit sous-groupe du cercle trigonométrique, là, qui contient I? Donc, comme d'habitude, si G est un sous-groupe contenant I, il doit contenir 1, l'élément neutre, évidemment, mais donc I au carré aussi, qui est moins 1, et puis du coup, il doit contenir moins 1 fois I, qui est moins I, mais c'est aussi I au cube, c'est aussi l'inverse de I, vous voyez, l'inverse de I, c'est moins I, hein, parce que I fois moins I, ça fait 1.
Et en fait, là, je me rends compte que déjà, là, j'ai un groupe. Alors, si je fais les produits ou les inverses de tous les éléments qui sont là, je retombe sur les mêmes. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de moins i, c'est i. L'inverse de i, c'est moins i, etc. Donc en fait, voilà, j'ai un sous-groupe là, qui a 4 éléments. D'accord? Qu'on va appeler donc le sous-groupe engendré par i, hein, le plus petit sous-groupe qui contient i. Bon, ben voilà 2 exemples comme ça, vous voyez, relativement simples. Eh bien, voilà comment ça se généralise. Définition, si on prend un groupe G, pas forcément commutatif, un élément dedans, eh bien, le sous-groupe engendré par G, qu'on note crochet G, eh bien, c'est le plus petit sous-groupe de G qui contient G. OK? Donc, OK, alors, bon, jusque-là, on ne voit pas forcément bien ce que ça veut dire, alors réfléchissons un petit peu, c'est toujours pareil, hein. Ça doit contenir l'élément neutre, sinon c'est pas un sous-groupe, donc il y a un dedans. Mais du coup, comme il y a G, ben, il y a aussi G au carré, il y a aussi G au cube, G puissance 4, etc., comme ça, jusqu'à l'infini. Okay, mais il doit aussi y avoir les inverses, donc il doit aussi y avoir l'inverse de G, G-1, puis du coup G-1 fois G-1, G-2, etc. Donc dans un sens comme dans l'autre, voilà, on doit obtenir ça. Et ça, il n'est pas dur de se rendre compte que ça, c'est un sous-groupe. Pourquoi? Parce que c'est non vide, il y a un dedans. C'est bien stable par multiplication. Une puissance de G fois une puissance de G, ça reste bien une puissance de G. Et puis c'est stable par inverse. Je veux dire, j'ai pris toutes les puissances positives et négatives. Donc voilà un sous-groupe. On ne peut pas faire plus petit. Il contient forcément tout ça. Donc le plus petit qui contient G, en fait, c'est ça. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, lorsque ça arrive, lorsqu'il existe un élément G tel que tout le groupe est égal au sous-groupe engendré par G, on dit que G est un groupe cyclique ou monogène, et que le petit G, donc c'est un générateur de G, on dit aussi un élément primitif de G. Ok? Bon, voilà. Jusque-là, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Des exemples, donc Z, voilà, c'est le sous-groupe engendré par 1, par exemple. Donc Z est un groupe cyclique, puisque c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, puis moins 1, moins 1, moins 1. Donc, bon. Alors notons qu'il y a quand même 2 générateurs, parce que moins 1 aussi, c'est un générateur de Z. Mais il n'y en a que 2. Okay, parce que 2, c'est pas un générateur de Z. C'est le sous-groupe engendré par 2, c'est 2Z, les nombres pairs, il n'y a pas tout le monde, quoi. Et ainsi de suite. 3, c'était les multiples de 3, et vous voyez bien qu'il n'y a que 1 ou moins 1. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple un peu plus compliqué? Alors celui-là, généralement, les étudiants ne l'aiment pas trop. Les racines énièmes de l'unité, alors que c'est un groupe qui est, à mon avis, super. Je vous rappelle, c'est quand vous coupez votre tarte du cercle trigonométrique en n parties égales. D'accord? Donc on se rappelle que l'ensemble du tour, ça fait un angle de 2π radians. Et donc quand on coupe en n de pi, ça fait 2π sur n radians. Et donc on trouve exponentielle i 2π sur n pour la première part, d'accord? Voilà comment on fait pour s'en rappeler. Puis du coup, là, ici, c'est ei de pi sur n fois ei de pi sur n. Vous savez, les arguments s'ajoutent quand on multiplie. Donc 4pi sur n, c'est juste le double de ça. Donc ça, c'est celui-là au carré, celui-là au cube, ainsi de suite. Donc voilà. Pourquoi ça ne continue pas jusqu'à l'infini dans les deux sens? Parce que déjà, celui-là, si je mets la puissance n, je retombe sur 1. Ok, vous savez, j'ajoute ça à chaque fois, là. Je multiplie par celui-là, hop, j'ai tac, 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 je viens ici, je multiplie par ei de pi sur n, j'obtiens ei de pi. J'obtiens 1. n-1 plus 1, hop, ei de n sur n, voilà. Donc j'obtiens 1. Donc c'est pas la peine de continuer dans ce sens-là, parce que ça revient au début. Et puis dans l'autre sens, alors, si vous avez compris, vu que lui fois ei de pi sur n, ça fait 1, ça veut dire que l'inverse de ei de pi sur n, c'est lui, en fait. Donc si je voulais aller dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire que puissance moins 1, c'est là, puissance moins 2, moins 3, bref, donc j'ai tout le monde là. Vous voyez, normalement, il y avait infinité dans tous les sens, mais en fait, là, il se recoupe. Parce que, vous voyez, c'est ma chaîne infinie, en fait. Je commence de là, je vais jusqu'à l'infini, où je vais dans l'autre sens. Voilà, ils sont tous là, il n'y en a que n. Donc voilà, un exemple de groupe cyclique. Ok. Alors, un qui ressemble beaucoup, Z sur NZ. Donc, allez voir les vidéos si vous n'avez pas encore vu la définition, parce que je n'ai pas tout recommencé à chaque fois. Voilà, donc c'est l'ensemble des entiers modulo n. Donc je vous rappelle, 0 point, c'est l'ensemble des nombres qui sont multiples de n. 1 point, c'est l'ensemble des entiers tels qu'il reste 1 quand on divise par n, et ainsi de suite. Et donc on peut les représenter sur un cercle. Par exemple, là j'ai mis z sur 5z, 0, 1, 2, 3, 4, puisque 4 plus 1, ça fait 5, ça fait 0, et ainsi de suite. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu précédemment, vous voyez, c'est un espèce de cycle. On voit pourquoi on appelle ça des groupes cycliques. Vous voyez, on peut les représenter sur un cercle. Hop, hop, hop. Donc voilà. Il y avait une petite distinction, je crois, groupe monogène justement pour les groupes infinis, groupe cyclique pour les groupes finis, mais maintenant on dit les deux, je crois, pour tout le monde. Tout le monde comprend en tout cas. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire de z sur 5z par exemple? Voilà, donc c'est 1, 1 plus 1, vous voyez, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, etc. Donc 1 est un générateur évidemment de z sur nz. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais des fois, il y en a d'autres, parce que regardez, si je prends le sous-groupe engendré par 2, bon, du coup, ça contient 0, parce que ça doit contenir l'élément neutre, ça contient 2, ok. 2 plus 2, 4, ok, jusque-là, tout va bien. Ça contient aussi 4 plus 2. Mais 4 plus 2, quand on y réfléchit bien, regardez, 4 plus 2, pof, pof, ça fait 1. 1 plus 2, cloc, ça fait 3. Donc finalement, j'ai 0, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 1 et j'ai 3. J'ai tout le monde.
Donc 2 est aussi un générateur. Vous voyez, j'ai dit qu'il y en avait peut-être plusieurs, bah, là c'est le cas. Si pour rigoler, je regardais le sous-groupe engendré par 3, donc il doit y avoir 0, 3, puis après j'avance 2, 3, 1, 2, 3, bah, ça fait qu'il y a 1, 2, 3, bah, il y a 4, 1, 2, 3, il y a 2, ah bah, il y a tout le monde aussi. Donc. Et puis alors, si je prends 4 pour rigoler, bon bah alors là j'ai tout le monde, c'est encore plus facile à voir en fait, parce que 4 c'est moins 1 en fait. Hein. Vous vous rappelez, dans Z sur 5Z, 4 c'est moins 1, donc en fait, j'ajoute 4 et je recule de 1 à chaque fois, donc ça fait 0, 4, 3, 2, 1. Donc j'obtiens bien tout le monde, donc vous voyez, là celui-là c'est un groupe assez particulier quand même, parce qu'à part 0, ok, l'élément neutre, bah, lui, c'est jamais un générateur de groupe. Hein. Parce que c'est un sous-groupe à lui tout seul. Le plus petit sous-groupe qui contient l'élément neutre, c'est l'élément neutre tout seul. Bon, okay. Donc lui, c'est sûr, c'est jamais un générateur. Il ne peut pas y avoir tous les éléments des générateurs. Mais là, tous les autres, dans Z sur 5Z en tout cas, c'est pas vrai dans n'importe quel Z sur NZ. Hein. Je ne vais pas embarquer là-dedans. Le nombre de générateurs de Z sur NZ, c'est justement un truc qu'on appelle l'indicatrice de l'air. Et je vais faire une vidéo spéciale l'indicatrice de l'air, toutes ses propriétés, à quoi elle sert et tout, donc je me le garde pour plus tard. Donc je ne vais pas parler du nombre de générateurs. Mais vous voyez, des fois, il y en a plusieurs, des fois, il n'y en a pas trop, et vous aurez la surprise une autre fois. Donc voilà. Allez, on va pouvoir étudier maintenant la structure des groupes cycliques. Et pour ça, je vais avoir besoin de regarder un petit morphisme relativement simple. Hein, je regarde l'application qui va de Z dans le sous-groupe engendré par G, et qui dit donc à n'importe quel entier K associé G puissance K. Hein, rappelez-vous, normalement, dans un groupe quelconque, le sous-groupe engendré par G, bah, c'est justement les éléments qui s'écrivent comme ça. D'accord ? Autrement dit, bah, cette application-là, elle est surjective, parce que n'importe quel élément, c'est une certaine puissance de G. OK ? Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a cette application? Bah déjà, de façon assez simple, c'est un morphisme. Ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, parce que phi de k plus L, bah, c'est G puissance k plus L, et vous savez bien que ça, c'est G puissance k fois G puissance L, par définition du signe puissance. Hein. Et donc, c'est phi de k fois phi de L. Donc, on a bien un morphisme de Z muni de l'addition, là, c'est l'addition, dans G muni de sa multiplication. OK. Bon, jusque-là, tout va bien. Et alors, ce morphisme est surjectif, ça, comme je vous le dis, suprêmement. Donc maintenant, il y a deux options. Soit il est injectif, soit il ne l'est pas. Donc premier cas, si phi est injectif, admettons, donc voilà, ça ne se retrouve jamais deux fois sur le même, bah, du coup c'est un isomorphisme, hein, parce que c'est un morphisme bijectif, donc c'est un isomorphisme, et donc le sous-groupe engendré par G, bah, en fait il est isomorphe à Z. D'accord? C'est tout bêtement, voilà, l'ensemble des puissances, bah, c'est l'ensemble de tous les entiers, bah, c'est la même chose que Z. Ok? Donc maintenant, bon voilà, donc là c'est pas très compliqué. Deuxième cas, s'il n'est pas injectif, d'accord, ça peut arriver, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un morphisme n'est pas injectif? Je vous rappelle, ça veut dire que son noyau n'est pas réduit à l'élément neutre. On dit il y a un élément différent de 0 dans le noyau. Donc il y a un cas dans Z différent de 0, Z étoile, tel que G puissance K égale 1, hein, puisque l'élément neutre de G c'est 1. Je l'ai noté multiplicativement. Hein, donc ça existe ça. Ok? Bon, très bien. Mais alors si K est négatif, ça peut arriver après tout. Bon, bah, G puissance moins K, c'est aussi égal à 1. Hein, pourquoi? Parce que c'est l'inverse. Vous voyez là, G égale, puissance K égale 1, je prends l'inverse de chaque côté pour G, G puissance moins K, là c'est toujours 1. Donc en fait, je peux supposer que K est positif, ça ne mange pas de pain. Ok? Si jamais il y a une valeur hein, négative, bah, je prends l'opposé, ça marche aussi. Donc. Et donc maintenant, je suppose que si je prends un élément dans un groupe, tiens, il y a une faute de frappe, mais c'est pas grave. S'il existe un K dans l'étoile tel que G puissance K égale 1, alors on dit que G est d'ordre fini, et l'entier N, les minimums, la puissance minimale hein, telle que G puissance K est égale à 1, ça s'appelle l'ordre de G. Ok? Donc voilà, très important cette notion d'ordre d'un élément. Hein. Donc je prends des itérés de mon élément quelconque, je l'ajoute avec lui-même, je le multiplie avec lui-même, ça dépend si la loi est notée additivement ou punitivement. Si au bout d'un moment j'obtiens l'élément neutre, donc 0 c'était plus ou 1 c'est fois, bah A, dit tiens il est d'ordre fini. Et le plus petit nombre d'opérations qu'il faut faire pour arriver sur 1, c'est l'ordre de G. Ok? Donc voilà, très important cette définition dans la théorie des groupes. Hein. Et donc, bah, si mon application n'est pas injective, donc si mon petit G est d'ordre fini, eh ben, je prétends que le sous-groupe engendré par G, c'est 1, G, G2, G puissance N-1. Vous voyez, un peu comme les groupes des permutations, là, tout à l'heure, des racines énièmes de l'unité. Là. Et en plus, alors là, ça a l'air assez évident, hein, le nombre d'éléments qu'il y a là-dedans, c'est N. C'est-à-dire que quand je dis ça comme ça, je dis, bah oui, il y en a N. Oui, peut-être qu'il pourrait y avoir deux fois le même. Parce que si vous réfléchissez un petit peu, si, par exemple, je ne sais pas moi, si G au carré, ça faisait 1, bah là, ça ferait 1, G, 1, G, 1, G, 1, G, 1, G, ça ferait un sous-groupe aussi, mais il y a plusieurs fois le même, vous voyez. Hein, le problème des accolades, c'est qu'on a le droit de mettre plusieurs fois les mêmes éléments, là. OK? Mais là, non. Là, je dis en plus, si l'ordre, c'est N, bah donc le cardinal de G, c'est N, c'est-à-dire qu'ils sont tous différents. Donc ça, voilà, super important. Hein, donc on va expliquer tout ça. C'est vraiment ce passage-là que je vais réutiliser dans d'autres vidéos, vous voyez, hein, dans les théorèmes de structure que je vais voir après. C'est vraiment les trucs que j'avais besoin. Je dis, voilà, j'ai besoin d'expliquer un jour
que si G est d'ordre n, le sous-groupe engendré par G, c'est ça. Et donc, voilà. Bon, enfin bref, alors donc, de façon évidente, ça c'est inclus dans G, bah oui, ça c'est évident, parce que G, je vous rappelle, c'était toutes les puissances jusqu'à l'infini et puis négatif, donc bah, ceux-là, ils sont dedans. Donc, il faut montrer l'autre implication. Donc maintenant, je vais prendre un élément qui est là-dedans. Donc, a priori, il existe un A dans Z tel que x égale G puissance A. Et il faut montrer que forcément, x, il est dans cela. Ok, je peux l'écrire comme ça. Alors, bah, comment je fais pour faire ça? Je vais effectuer la division euclidienne de cette puissance-là, A, par n. D'accord? Donc on sait qu'on est dans Z, donc il y a une division euclidienne, donc on peut, pour n'importe quel, pour deux entiers dont un est non nul, on peut diviser par celui qui est non nul. Donc voilà. Donc là, n est différent de 0, donc tout va bien. Oui, là je ne l'ai pas mis, hein, mais c'est évident, c'est n est différent de 0. Hein. Ok. Donc on divise la division de A par n. Alors, A égale Qn plus R avec le reste plus petit que n, le reste peut être nul, mais strictement plus petit que n. Ok. Donc voilà, ça c'est le quotient, c'est Q, le reste c'est R. On peut toujours faire ça. Et donc x puissance A, bah, c'est x puissance Qn plus R. Et ça, d'après les règles sur les puissances que vous connaissez, c'est G puissance N, le tout à la puissance Q, fois G puissance R. D'accord? Le plus, ça se transforme en fois ici, hein, puis le fois ici, c'est une puissance de puissance, ok? Mais G puissance N, c'est 1. Ça, on le sait, hein, d'accord? G puissance N, c'est égal à 1, c'est l'ordre de G. Hein. Donc ça fait 1 puissance Q, donc ça fait 1 en fait. Et donc ça fait G puissance R. Donc x, mon élément de G, bah, il s'écrit G puissance R, et R, comme par hasard, il est entre 0 et extrêmement petit que n, donc il est entre 0 et n-1. Et donc bah, x, il appartient bien à ça. Et donc G est inclus là-dedans, et donc ça me prouve l'égalité. Donc maintenant, il me reste juste à montrer que tous les éléments là-dedans sont différents, que le cardinal de G est bien égal à n. Alors, donc je suppose que ce n'est pas le cas, donc G puissance A égale G puissance B, d'accord, avec, je peux supposer que A est plus petit que B, hein, parce que ça ne mange pas de pain, inférieur ou égal à B, et les deux compris entre 0 et n-1, d'accord. J'imagine que là-dedans, il y en a deux qui sont égaux. Bon, bah alors, vous me venez voir avec mes gros... Ah, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. G puissance B moins G puissance A, donc hop, je divise par G puissance A de chaque côté, G puissance B moins A, ça fait 1. Ok, donc voilà, ça d'accord. Et puis B moins A, bah, c'est plus petit que n, hein, puisque les deux sont compris entre 0 et n-1. Donc l'écart entre les deux est strictement plus petit que n. Il peut être nul, mais strictement plus petit que n. Mais n, c'était le minimum des entiers non nuls tels que G puissance K égale 1. D'accord? Et lui, il est plus petit. Bah donc, il est nul. Pas de choix, hein. D'accord? Toutes les puissances non nulles, la plus petite, c'est n. Et là, j'obtiens une puissance b moins a qui est strictement plus petit que n, et telle que G puissance b moins a égale 1. Bah donc b moins a égale 0. Donc a égale b. Voilà, donc ça prouve ce que je disais, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux éléments différents ici avec des puissances différentes. Donc si on y réfléchit bien, on a vu, hein, donc si phi était injective, ok, premier cas, G isomorphe à Z, deuxième cas, G à cette forme-là, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Regardons bien ce groupe-là, ben en fait, c'est un groupe cyclique de cardinal n, donc s'il est cardinal n, c'est phi ne peut pas être injective, hein, parce que c'est pas Z, hein, ben il est isomorphe à Z sur NZ. Ok? Alors la preuve de ça, en fait, bon alors je pourrais réexpliquer la preuve, hein, c'est toujours le même morphisme, et que ça prouve l'injectivité, etc. Mais en fait, je pense surtout, ce qui est important, c'est de bien le voir, quoi. Donc je ne vais pas réexpliquer la preuve, parce que je pense que vraiment, vous pouvez la déduire exactement de ce qui précède, hein, mais je pense vraiment que l'important, c'est de bien comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est je multiplie par G, à chaque fois, j'ajoute 1 à l'exposant, quoi. Et puis G puissance n-1 plus 1, parce que G puissance n, ça fait 1, quoi. Vous voyez l'équivalence, en fait, entre ce groupe-là et les éléments de Z sur NZ. Hein, il suffit de regarder les exposants. En fait, là, on croirait que c'est des entiers. En fait, non, puisque moralement, G puissance n, c'est pareil que G puissance 0, vous voyez. Et G puissance n plus 1, c'est pareil que G puissance 1. Et donc, je voudrais vraiment que ça vous apparaisse comme une évidence, vous voyez. Donc, sinon, réfléchissez-y, essayez de faire des dessins, des exemples, des machins. Mais parce que si vous l'apprenez, vous apprenez la preuve, vous dites machin, vous apprenez un théorème comme ça, mais vous ne le voyez pas, ça ne va pas rester, vous voyez. Donc, j'aimerais bien que vous perceviez ce truc, quoi. Okay, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Je pense que c'est vraiment important de voir que bah, finalement, on prend un élément du groupe, on l'itère, bah, donc 2 fois, on l'itère. Au bout d'un moment, c'est au bout de n fois, on revient sur l'élément neutre, que ce soit plus ou fois, bah, en fait, on n'a fait rien d'autre que de se pas être dans Z sur NZ. Le premier élément, je l'aurais appelé 1 point, et bah, ça revenait au même finalement. D'accord? À chaque fois que je le multiplie par lui-même, bah, j'ajoute 1 point, et il n'y a pas de différence finalement. Ok? Donc voilà, ça, première chose importante, finalement, les groupes cycliques, bah, c'est Z ou Z sur NZ. Donc c'est pas trop dur. Ok, alors maintenant si je fais un produit de groupes, d'accord, donc je prends, pour établir le raisonnement, je vais d'abord imaginer que j'ai deux groupes, G et H, pas forcément cycliques, et je prends dedans deux éléments d'ordre fini, P et Q. Donc G dans G et H dans H. Ok, bon, jusque-là tout va bien.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que une conséquence encore importante de ce qu'on vient de voir sur l'ordre, dire que G est d'ordre P, bah, ça veut dire que G puissance K égale 1, c'est seulement si K est multiple de P. Hein, je vous rappelle, la plus petite valeur pour laquelle G puissance K égale 1, c'est P, d'accord? Puis après, bah, on fait le tour, vous voyez? Quand est-ce qu'on commence à 1, hop, G puissance K, ça fait 1, et puis on recommence la prochaine fois où ça vaut 1, bah, c'est G2K, et puis G3K, ça ne peut pas refaire 1 entre les deux, parce que tous les éléments étaient différents, hein. D'accord? C'est relativement évident, mais il faut bien comprendre ça, vous voyez? C'est une conséquence de ce qu'on a démontré juste avant, voilà. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. G puissance K égale 1, K est multiple de l'ordre, d'accord? Donc si c'est d'ordre 8, bah, on ne peut pas avoir G puissance 12 égale 1, vous voyez? Ok? Donc pareil pour H, hein, évidemment, donc H puissance K égale 1, bah, c'est seulement si K est multiple de Q. Ok, donc maintenant je prends un élément du produit GH. Alors vous savez comment on fait définir un groupe produit? Bah, simplement, on prend des couples, le premier est dans J, le deuxième est dans H, et comment on fait pour ajouter ces choses-là? Eh bien simplement, hein, x au carré, bah, c'est G au carré, H au carré, c'est-à-dire qu'on multiplie à gauche et à droite, d'accord? Parce que là on fait les lois de groupe, hein, c'est pas forcément la multiplication, même si je le note de façon multiplicative là. On fait les multiplications, enfin l'opération sur le premier terme, puis sur le second, et puis voilà, on obtient l'opération sur le couple. Donc x carré, c'est celui-là, et ainsi de suite, x puissance k, c'est g puissance k, h puissance k. Bon, alors moi je veux savoir quel est l'ordre de x. Qu'est-ce que ça peut être l'ordre de x? Bah, c'est le plus petit k, tel que x puissance k soit égal à 1, 1. Mais si x puissance k est égal à 1, 1, donc quel est l'élément neutre de g croix h? Alors, hein, c'est traite parce que je les note 1 tous les deux, alors c'est vache parce que c'est peut-être pas le même, parce que g et h c'est pas le groupe, donc si j'étais un petit peu... Ça alourdit un peu, mais j'aurais peut-être dû mettre un g et un h, hein, mais enfin bon, vous comprenez. Hein. Ok? Bon, bah, si j'obtiens ça, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que g puissance k, ça vaut 1, ok? Donc k est multiple de p, et h puissance k égale 1, donc k est multiple de q. Donc finalement, k est multiple de p et de q. Ok? Donc maintenant, quel est le plus petit k qui est à la fois multiple de p et de q? Bah, vous le savez bien, l'ordre de x, du coup, c'est le ppcm de p et de q. Donc, voilà, on vient de d'éprouver en 2 coups de cuillère à peau un truc qui va nous permettre d'avoir plein de conséquences, alors que c'est relativement simple, hein, c'est que si je prends 2 éléments d'ordre p et d'ordre q dans 2 groupes différents, eh ben, l'ordre de GH, du couple GH dans le produit, bah, c'est simplement le ppcm de p et de q. Voilà, c'est vraiment pas dur à démontrer, mais super important au niveau des conséquences. Donc première conséquence, bah, si je prends un groupe cyclique fini de cardinal P et un groupe cyclique fini de cardinal Q, et que je suppose que P et Q sont premiers entre eux, alors G croix H est cyclique. Alors attendez, c'est quoi le rapport avec ça? Bah, tout bête, prenez un générateur de G, ok, d'ordre P, donc forcément, un générateur de H, donc d'ordre Q. Bah, si P et Q sont premiers entre eux, je prends le couple GH dans le produit G croix H, son ordre, ppcm de PQ, mais s'ils sont premiers entre eux, ppcm de PQ, c'est P fois Q. Donc, le couple formé par le générateur de G, virgule, le générateur de H, est d'ordre PQ. Or, il y a combien d'éléments dans G croix H? Il y en a PQ. Il est d'ordre PQ, il y en a PQ, bah, donc il y est. C'est un générateur de G croix H, donc c'est un groupe cyclique. Oui, c'est conséquence immédiate de ce petit raisonnement à 2 balles. Un produit de groupe cyclique de cardinaux premiers entre eux est un groupe cyclique. Terminé. Donc, redit différemment, parce que maintenant qu'on sait que n'importe quel groupe cyclique fini est isomorphe à Z sur PZ, donc le G était isomorphe à Z sur PZ, le H aussi, donc G croix H est isomorphe à Z sur PZ croix Z sur QZ, et bien comme c'est un groupe cyclique de cardinal PQ, c'est isomorphe à Z sur PQZ. Ok? Donc, alors cet isomorphisme-là, là, qui n'est pas du tout explicite, hein, je dis il existe parce qu'il existe un générateur, enfin, je l'ai même dit, en fait, le couple, je prétends que le couple 1-1, là, quand j'ajoute 1-1, donc 2-2, 3-3, puis après ça va se mélanger, hein, et ben ça va faire tout Z sur PQZ. Okay, mais pour savoir directement quelle valeur donne, je sais pas, voilà, quelle est la valeur obtenue par le couple, je sais pas moi, 8-4 ou 12-37, c'est pas forcément complètement évident. Vous voyez, savoir si, oula, dans Z sur PZ ça vaut 12, dans Z sur QZ ça vaut 37, combien ça vaut dans Z sur PQZ. Il y a un théorème qui permet d'expliciter hein, cet isomorphisme, ça s'appelle le théorème des restes chinois, et je ferai une vidéo explicitement là-dessus, parce que c'est important pour la crypto, pour plein de choses. Donc quand je continuerai de pousser un peu l'étude de Z sur NZ, je ferai une vidéo qui explicite, mais particulièrement bien, cet isomorphisme-là. D'accord? Donc rassurez-vous, ce sera pour plus tard. Bref, mais en tout cas, voilà, on l'a prouvé. Et puis, maintenant, on peut se demander, tiens, effectivement, et alors si P et Q sont pas premiers entre eux, ça marche aussi ou pas? Parce que là, on a dit, ok, s'ils ne sont pas premiers entre eux, ça marche. Bon, alors prenons un exemple pour se convaincre. Si je prends Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, vous voyez, je ne peux pas prendre un truc compliqué, il y a 4 éléments. Hein, le premier, c'est 0 ou 1, le deuxième côté, c'est 0 ou 1 aussi. Bon, bah, est-ce que ça, c'est un groupe cyclique? Bah, alors, si je prends, je regardais, engendré par l'élément neutre, c'est jamais le cas. Donc, lui plus lui,
ah, ça fait lui, ça ne marche pas. Lui plus lui, ah, bah, ça fait lui aussi, et puis lui plus lui, ça fait lui aussi. En fait, ils sont tous d'ordre 2, donc non, Z sur Z cross Z sur Z n'est pas cyclique. Alors, c'est pas une preuve que ça marche jamais, mais en fait, si, presque, parce que regardez, en fait, là, mes éléments étaient d'ordre 2, bah, ils sont tous d'ordre 2 là. Ben oui, mais, c'est ce que je t'ai dit avant, rappelez-vous, c'est un élément est d'ordre P, un autre d'ordre Q. Dans le produit, il est d'ordre PPCM de PQ. Donc si P et Q ne sont pas promis entre PPCM de PQ, c'est plus petit que PQ, strictement. Donc il ne peut pas y avoir d'éléments d'ordre PQ. Ouais, si Z sur PZ croisé sur QZ, si ce n'est pas promis entre eux là-dedans, les éléments ne peuvent pas être d'ordre PQ dans le produit. Donc ça ne peut pas être cyclique. Donc en fait non, ça ne marche jamais. Voilà. Un produit de groupe cyclique est cyclique, c'est seulement si les cardinaux des deux groupes de départ sont promis entre eux. Toujours sympa. Bon, alors maintenant, regardons un autre cas où ça fonctionne bien tout le temps. C'est si on prend un groupe cyclique à la base, un sous-groupe est forcément lui aussi cyclique. Ça ne surprend pas tant que ça, mais ça mérite une petite démonstration. Donc, voilà, donc je note G, le sous-groupe engendré par G. J'ai le petit générateur un générateur de grand G, je l'appelle petit g. Et je prends H, un sous-groupe de G, bon, quelconque. Okay, donc H doit contenir l'élément neutre, etc., etc. Et puis, donc soit H, c'est que l'élément neutre, le groupe réduit à l'élément neutre, ok, il est cyclique, soit. D'accord. Sinon, il existe un autre élément non nul. Donc il existe un cas tel que G puissance K soit dans H. Alors c'est la même astuce. Pourquoi K positif? A priori, G, il y a des puissances positives et négatives de H. Parce que si jamais je prenais K négatif, son opposé doit être aussi dans H, parce que H est un sous-groupe. Donc, G puissance moins K sera aussi dans H, donc je peux supposer que K est positif. Okay, et du coup, ça va vous rappeler l'astuce que j'ai faite tout à l'heure. C'est, pour l'ordre, là, je suppose M, cette fois, le minimum donc, des puissances, telles que G puissance K, non pas égal à 1, mais G puissance K est dans H. Ok. Voilà, donc il y a des éléments dedans, cet ensemble d'entiers-là, dans une étoile, est non vide, donc il donne même un plus petit élément. Donc on appelle M le plus petit élément, comme ça, la petite puissance telle que ça. Ok, donc G puissance M par définition est dans H, d'accord. Donc, du coup, le sous-groupe engendré par G puissance M, donc les produits, comme H est un sous-groupe, il doit être stable par multiplication, enfin, etc., donc par inverse et tout ça. Donc le sous-groupe engendré par G puissance M, qui est un sous-groupe de ça, est inclus dans H. Et donc, vous avez deviné la suite de la démonstration. Maintenant, on va montrer que H est égal à G puissance M, autrement dit, qu'on a l'autre inclusion. Donc je vais montrer que si je prends un élément quelconque de H, c'est forcément une puissance de G puissance M. Alors, comment on fait ça? Bon, on prend un élément de H quelconque, petit h, ok, donc forcément, il est aussi dans G. Donc, il existe un P dans Z tel que H égale G puissance P. D'accord? Je prends un élément quelconque, donc là, a priori, P est dans Z, pas forcément positif. J'effectue la division euclidienne de P par M, c'est la même astuce que d'habitude. Donc, il existe un quotient Q et un reste R tel que P soit égal à Q fois M plus R, où le reste est compris entre 0 et M. Des fois, on n'ose pas quand c'est des négatifs, mais faites le théorème de division euclidienne, il est sur Z. Donc, tant que M n'est pas égal à 0, d'accord, on peut diviser par ça. Là, ça tombe bien, M n'est pas égal à 0, donc tout va bien. Et donc, on a cette formule, P égale le quotient fois le diviseur plus le reste, où le reste est positif, toujours, même si on prend du nombre négatif, on divise par le reste est positif. Ok, bon, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça fait dire? Comme d'habitude, donc G puissance P, donc H, c'est G puissance QM plus R, et donc ça, je décompose comme je l'ai fait la dernière fois, G puissance M puissance Q fois G puissance R. Mais du coup, si je passe lui de l'autre côté, parce que G puissance M, on l'a déjà dit, il est inclus dans H. Donc G puissance M puissance Q, ça c'est un élément de H. Ça c'est un élément de H. Lui, son inverse, c'est un élément de H. Hop, je multiplie H par l'inverse de ça. H fois Gm puissance moins Q, c'est dans H. Donc G puissance R est forcément un élément de H. Vous voyez, le truc habituel, c'est G puissance R est dans H, mais R, il est strictement plus petit que M. Donc forcément, R est égal à 0, puisque la plus petite des valeurs non nulles, telles que G puissance K, c'est M, il est plus petit que M, et vérifie ça, donc R égale 0. Et donc G puissance R, ça fait 1, et donc H, c'est G puissance M à la puissance Q, donc c'est bien dans le sous-groupe engendré par G puissance M. Et voilà, ça finit la preuve. Donc, oui, j'ai montré les deux inclusions. Okay. Donc maintenant, une petite réflexion sur la commutativité. Donc si je prends G un groupe cyclique, okay, puis petit g un générateur, je prends deux éléments x, y, n'importe comment dans G, il existe des puissances telles que x égale G puissance A et y égale G puissance B. Et du coup, x, y, c'est G puissance AB, G puissance A fois G puissance B, c'est-à-dire G puissance A plus B. Et ça, c'est égal à G puissance B fois G puissance A. Pourquoi? Parce que l'addition dans Z, elle est commutative. C'est pareil que G puissance B plus A. Et donc, c'est pareil que YX. Donc voilà, c'est une bêtise, mais un produit cyclique, un groupe cyclique est forcément commutatif. Jusque-là,
ça va pas bien loin. Alors, voilà, donc effectivement, on aurait pu dire, oui, c'est évident parce qu'il est isomorphe à z sur z, alors sauf que là, j'ai pas dit fini. On va me dire, oui, mais alors s'il n'est pas fini, il est isomorphe à z qui est aussi commutatif. Oui, donc en fait, voilà, c'était une conséquence qu'on avait déjà vue avant. On aurait pu dire, voilà, comme un groupe cyclique est isomorphe à z ou à z sur un z, dans tous les cas, il est commutatif, mais c'est pas un raisonnement bien compliqué non plus à refaire comme ça. Donc voilà, donc vous allez me dire, ok, bon. Mais si je prends un produit de groupe cyclique, du coup c'est un produit de groupe commutatif, ça reste commutatif. Vous allez me dire, bon, jusque-là, tout va bien. Et en fait, je dis ça, c'est parce que la réciproque est vraie, figurez-vous, donc c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un théorème donc, qui date du 19e siècle, hein, qui dit que si je prends un groupe commutatif fini, alors c'est un produit de groupe cyclique. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas du tout évident. Alors ça, je ne vais pas le démontrer maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le démontrer. Donc je donne l'énoncé quand même. Si on prend un groupe commutatif fini, d'accord, bah donc il existe un unique... Alors pourquoi déjà? Est-ce que ça marche? Il n'y aurait pas un truc comme ça pour infini? Alors non, parce que les groupes commutatifs infinis peuvent y avoir des trucs genre R+, des trucs vraiment un peu compliqués, donc non, c'est vraiment fini. Hein. Il existe un unique ensemble d'entiers positifs A1, A2, A3, AK, etc., etc., tel que G soit égal au produit Z sur A1, Z, croix Z sur A2, Z, croix Z sur AKZ. Vous voyez l'importance fondamentale de ce groupe Z sur NZ. Je veux dire, voilà, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Hein. Et tel qu'en plus, donc pour avoir l'unicité, à chaque fois, A2 est un diviseur de A1, A3 un diviseur de A2, ainsi de suite. Ils se divisent les uns des autres. Pourquoi? Parce que de toute façon, s'il y en avait deux qui étaient premiers entre eux, vous savez, on pourrait grouper. Hein. Donc il y aurait moins de termes, vous voyez. Donc ils sont en plus voilà, fortement pas premiers entre eux, parce qu'à chaque fois, A2 est un diviseur de 1, et ainsi de suite. C'est tous des diviseurs successifs les uns des autres. OK? Et donc voilà, si on impose cette condition-là, ben, en plus, il y a une unique façon de l'écrire comme ça. Et alors pourquoi je ne démontre pas ça? Ben, parce que, en fait, ça, pour bien le démontrer, alors il y a des démonstrations en théorie des groupes, mais de mon point de vue, j'ai peut-être tort, hein, mais c'est mon point de vue, ça, un groupe commutatif, en fait, il faut le voir comme un Z-module, c'est-à-dire comme un espace vectoriel sur Z, vous voyez? C'est-à-dire, hein, pourquoi? Ben parce que vous voyez, quand je fais G plus G, enfin, un groupe commutatif, on peut supposer que c'est l'addition, hein, vous voyez, moralement, l'opération, parce que c'est plus facile de s'y repérer. Donc, G plus G, bah, c'est pareil que 2G. G plus G plus G, c'est pareil que 3G, oui. Donc, en fait, hein, quand on fait l'opération sur un terme, c'est pareil que multiplié par un nombre de Z. Okay, et donc, il y a une structure analogue aux espaces vectoriels, vous voyez, comme Rn, etc., hein, sur Z. Il s'appelle les Z-modules. Et ça, c'est un Z-module fini, donc de type fini, donc de torsion, enfin de... Bref, il y a des théorèmes sur les modules, sur les anneaux principaux, Z est un anneau principal, donc ça va bien, qui permet de démontrer ça de façon relativement naturelle. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais là, comme je n'ai pas du tout toute la théorie qui va bien, et j'ai pas envie de le faire d'une méthode qui ne me semble pas naturelle, parce que voilà, on peut prouver ça, je veux dire, il y a des moyens, il y a des récurrences un peu compliquées, mais ça ne me satisfait pas trop, donc je ne vois pas trop l'intérêt pédagogique, du coup je ne le fais pas. Voilà. Mais sinon, bon, honnêtement, ce théorème-là, c'est bien de savoir qu'il existe, c'est toujours sympa d'avoir les groupes commutatifs finis, c'est pas bien compliqué, donc c'est bien de le savoir. Et puis si on ne sait pas le prouver, c'est pas très grave. Déjà, si vous citez ça à la grecque, déjà vous êtes un cador. Hein. Donc voilà, je suis largement au niveau des programmes qu'il faut savoir. Hein. Je pense que la plupart des élèves qui sont en prépa ou en licence ne connaissent pas forcément ce théorème. Hein. En tout cas, ils ne connaissent pas la preuve. Alors ça, c'est sûr. Hein. Bon, enfin bref, donc voilà, c'était inventé par monsieur Kronecker, hein, donc un super mathématicien. J'ai déjà parlé du symbole de Kronecker, je pense, pour définir les coefficients de la matrice d'identité, vous savez. Donc voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite.